Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, le micro au pro. Je vais interviewer des professionnels du web. Aujourd'hui, on est avec Christelle Paco. Je te laisse te présenter. Yes, bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Christelle Paco, je suis stratège éditorial SEO, donc je suis consultante SEO spécialisée dans le volet stratégie éditoriale. Et du coup, comment j'en suis arrivée là? Avant j'étais prof, maintenant je suis à mon compte en freelance en consultante SEO. Et du coup c'est un peu un parcours de reconversion classique, on va dire, où en étant prof, je voulais me reconvertir, je voulais avoir plus des horaires qui soient plus adaptés à mon rythme de vie, avoir plus de liberté dans le choix des personnes avec qui je veux travailler aussi, etc. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire en étant prof, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai aussi comme envie d'apprendre ou pas. Et du coup, j'ai commencé à chercher et au bout d'un moment, je suis tombée sur la rédaction web. Donc, je pense que ça te parle aussi un petit peu, Morgane. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi rédactrice web. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de profs qui deviennent rédacteurs web, j'ai l'impression. Ouais, il y a pour être dans des groupes de profs en reconversion et dans des groupes de rédaction web aussi, il y a énormément de profs, surtout quand c'est des profs de matières littéraires souvent. Parce que pour ceux qui sont dans des matières scientifiques, des fois il y a un petit peu plus d'opportunités de métiers qui sont ouvertes ailleurs que pour les matières littéraires. C'est un peu plus, enfin soit c'est un peu moins évident comme parcours, ou pas forcément l'envie de se former sur des choses complètement à l'opposé de la partie littéraire. Donc comme il y a ce côté écrire, même si on le sait, écrire pour le web, c'est pas juste écrire, c'est d'autres compétences, mais du coup, il y a déjà la confiance en bah oui, mais moi je sais écrire, j'aime écrire, donc potentiellement pourquoi pas la rédaction web, quoi. Donc j'avais un peu fait justement ce constat-là, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, sur quoi j'ai envie d'apprendre, et puis à partir de là, dans les recherches, j'étais tombée sur la rédaction web, donc j'avais suivi une formation en ligne, euh, et j'avais commencé à travailler comme ça un petit peu en rédaction web, quelques mois, en gros sur les vacances scolaires, etc., le temps de lancer l'activité. Euh, et ensuite, assez rapidement, je me suis rendu compte que la rédaction web tout seul, moi, ça me suffisait pas. Que c'était assez exécutif. Et en plus, les clients que j'avais à l'époque, c'était beaucoup euh, du très exécutif, c'est-à-dire que j'avais pas mon mot à dire sur la stratégie, sur est-ce que c'est pertinent vraiment d'écrire un article sur ce sujet-là ou pas. Et du coup, il y a des choses que j'écrivais où je savais que ça allait pas avoir de sens en termes de stratégie, que ça allait pas forcément apporter plus de résultats, mais bon, c'était pas du tout mon rôle d'avoir ce retour-là. En plus, du coup, ça passait par les plateformes à l'époque, donc vraiment, on n'est même pas en contact avec le client final la plupart du temps. Donc, je me rendais bien compte que cette configuration-là allait pas être idéale pour moi et qu'il me manquait aussi ce côté réfléchir, participer justement à toute la partie stratégique, à toute la partie, ouais, vraiment, ok, quel choix il faut qu'on fasse, quel risque on prend, quel thème on choisit, etc. Quelle analyse on peut faire. Donc, du coup, très rapidement, je me suis tournée vers le SEO, référencement naturel, où du coup, au bout de 2 mois, après avoir fini la formation rédaction web, j'ai directement trouvé une autre formation pour approfondir la partie SEO. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, ça me parle. Là, je suis vraiment dans une zone qui me convient et dans laquelle je me sens à l'aise et dans laquelle je peux vraiment faire vivre mes compétences aussi, quoi. Ouais, tu avais trouvé ton truc, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que il y a vraiment des rédacteurs dont je fais partie où à un moment donné de ma carrière, j'ai eu justement besoin d'être une simple exécutante parce que j'en avais plein la tête et je trouvais ça facile quelque part de bosser pour des agences et voilà, de rédiger et tac, le soir, je ferme mon PC. Et à la fois, bon, moi, je suis un peu lunatique sur ma vie pro. Il y a des moments où, comme toi, j'ai ressenti cette frustration de me dire, mais attends, ils me demandent de faire ça, mais ça sert à rien. En fait, leur site, il va jamais performer. Et dans ce cas-là, j'ai eu envie d'aller plus vers des clients à qui je pouvais proposer des prestats plus complètes en SEO. Mais c'est vrai que voilà, il y a les deux et malgré tout, d'avoir une bonne base en rédaction web, ça t'ouvre des portes et
peux choisir de rester rédac ou comme toi d'évoluer vers des prestations de consulting un peu plus stratégiques et voilà, pour le coup, toi, ça te convient parfaitement, quoi. Oui, ça me convient parfaitement et en plus, bah, je sais que en ayant les compétences de rédaction web, déjà, elles sont pas perdues. C'est-à-dire que si un jour, vraiment, il y a une mission, la condition, c'est que je rédige et c'est vraiment la mission de rêve, ou que sais-je, et cetera, bah, en fait, techniquement, je peux le faire. J'en ai les compétences, j'en ai les capacités, il y a pas de problème et en plus, c'est hyper intéressant ce que tu disais dans la partie, délégation, le fait d'être, exécutante ou pas. Hem, c'est que, moi, je fais travailler les rédacs parce que du coup, moi, je fais les stratégies, mais à un moment donné, il faut bien les rédiger, les contenus, c'est tout aussi important. C'est pas, C'est enfin, vrai. c'est à la même hauteur en fait, c'est pas au-dessus ou en dessous. Les deux sont nécessaires. Une stratégie, c'est très bien. Si elle est jamais mise en place, ça sert à rien. Donc pour le coup, il y a besoin pour la mettre en œuvre de rédac. Et du coup, le fait de moi-même avoir déjà fait des prestations de rédaction web, etc., et de connaître ce métier-là, ça me permet dans les briefings que je fais, dans la façon de transmettre la stratégie au rédac, dans la façon de les accompagner sur la ligne éditoriale du client, etc. Bah, ça me permet de vraiment comprendre ce dont ils ont besoin, tout bêtement. Et je pense que c'est ça, des fois, où il y a un peu une inadéquation entre... Enfin, ce qui peut être frustrant dans le côté, bah oui, mais moi, on me demande de faire ça, mais je vois bien que c'est pas pertinent. Euh, et quand tu peux rien en dire parce que t'es vraiment en bout de chaîne et que t'es pas du tout en contact avec le client, etc., bah, c'est peut-être que la personne au-dessus, il lui a manqué la connaissance, soit sur ce sujet-là, soit juste la connaissance terrain. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais le briefing et la stratégie, oui, bien sûr, tu fais des recherches, mais tu fais pas des recherches aussi approfondies que quand tu dois écrire le contenu sur le sujet. Donc, des fois, le ou la rédac, bah, il va découvrir qu'en fait, ah bah, telle préconisation, elle est peut-être pas la plus pertinente, et d'après ce qu'il a trouvé, faudrait peut-être ajouter ça ou enlever ça. Et c'est bien aussi de laisser cette parole-là parce que c'est son expertise en fait de rédaction web et elle a aussi sa place justement dans la mise en œuvre de la stratégie. Donc ça me sert à la fois de, si jamais éventuellement bah, je peux faire de la rédaction, enfin j'en ai les capacités, et en même temps de bien comprendre et ça me permet de proposer à des clients justement des prestations de bas. Moi je rédige pas, par contre je peux complètement m'occuper de ton équipe de rédacteurs, je peux même la recruter avec toi, la faire monter en compétence sur ta ligne éditoriale, les onboarder sur la stratégie et puis faire en sorte qu'ils aient toutes les clés pour bien mettre en œuvre la stratégie, quoi. Mm. Et du coup, ça doit être super cool de travailler avec toi en tant que rédac parce que tu as la connaissance métier qui fait que tu vas pas demander des choses abracadabrantes à tes rédacs. Et si eux ont des difficultés ou des doutes, bah, toi, tu sais aussi te mettre à leur place, en fait, et tu peux tilter tout de suite. Ah, bah attends, elle n'arrive pas à faire ça, je sais pourquoi. Alors que c'est vrai que par les agences, bah, des fois, moi, j'ai affaire à des consultants SEO qui n'ont jamais fait de rédaction. Et des fois, ils me demandent de faire des choses, genre, il y a leur requête clé, et eux, ils ont décidé, par exemple, qu'on allait faire 1000 mots, mais enfin, t'as pas de source, c'est pas intéressant de rédiger 1000 mots sur ce sujet-là. Et voilà, tu peux pas faire grand-chose, en fait. Donc, C'est ça. Et potentiellement, ça n'a aucun intérêt pour le lecteur. Donc toi, tu sais que ah oui, bah globalement, oui. ça va pas servir à grand-chose. Donc en fait, ça, c'est des arbitrages à faire. C'est-à-dire que moi, je donne les consignes. Je donne les consignes issues de la stratégie, qui sont visibles à travers la ligne éditoriale, à travers le briefing. Et ça, rien que faire un briefing, déjà, je trouve que c'est une tâche métier à part entière, quoi. Rien que ça, savoir quelles informations on doit donner et comment les donner pour qu'elles soient entendables. Parce qu'en fait, on utilise tous les mêmes mots, mais on n'en entend pas forcément la même chose derrière. Donc moi, je donne ces consignes-là. Euh, il y a la confiance en disant, bah, le rédac, c'est son métier. Donc, il sait comment les appliquer. J'ai pas besoin de lui dire, mais tel mot 3 fois à tel endroit. En fait, il sait optimiser. Enfin, les rédacs avec lesquels je travaille savent optimiser un texte. C'est des rédacs web SEO, pour le coup. Donc, ils savent faire. Ils ont pas besoin de micromanagement sur ces trucs-là, en fait, pour le coup. Et ensuite, il y a des arbitrages. C'est-à-dire que, bah, s'il y a des sources en plus que moi, j'ai pas inclus dans le briefing, bah, évidemment, évidemment mêlé, enfin, il y a pas de problème, au contraire, c'est normal. Enfin, toi, tu vas découvrir des choses que moi, j'ai pas vues dans la phase de briefing. Et s'il y a des choses à ajouter, soit dans les thématiques, soit quelque chose qui est contraire au briefing, ou un lien de maillage interne que j'ai pas prévu mais qui pourrait être intéressant, etc. Bah en fait, on fait un arbitrage, on fait le ou la rédac m'en parle et bah oui ou non quoi. Enfin, je veux dire si c'est pertinent, go. Et puis si c'est pas pertinent ou que
il y a bénéfice dans les deux cas, bah oui, c'est à moi de trancher pour le coup. Mais ça fait partie de la responsabilité d'être en charge de la stratégie. Mais pour le coup, il y a forcément des données que moi je n'ai pas, parce que bah, le rédac a son expertise et qui va aller fouiller à des endroits, chercher à des endroits pour rédiger sur lesquels moi j'ai pas été chercher pour la phase de briefing, donc c'est normal, en fait, c'est complètement normal. Ouais. Bah, c'est cool, du coup, ça doit être hyper harmonieux comme collaboration et finalement, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est agréable pour tout le monde. Mais même moi, je gagne du temps et de l'énergie, en fait. Enfin, j'ai un meilleur résultat. Le client, enfin, j'ai le client, mais du coup, moi, quand je travaille pour le client, c'est voilà. Le client a un meilleur résultat, puisqu'il a vraiment les deux expertises qui peuvent s'exprimer. Le ou la rédac, bah, il peut vraiment jouer ses compétences, il est pas bridé là-dessus, etc. La stratégie, elle peut être mise en place. Et même pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas de micromanagement à faire, quoi. Enfin, pour le coup, c'est du temps et de l'énergie pour rien là-dessus, quoi. J'ai pas, enfin, Bah, j'ai pas à compter le nombre de mots ou à choisir est-ce qu'il faut plutôt mettre 5 fois ou 6 fois ce mot-clé-là. ouais. Enfin, on Ouais, c'est s'en vrai fiche, que quand hein. c'est comme Ça, ça, c'est pas. Tu perds beaucoup de temps en fait quand tu dois rédiger des briefs et des calendriers édito complets à ce point, alors que bah, si tu fais confiance à ton équipe et tu sais qu'ils vont trouver ces données eux-mêmes et mettre en place des choses bien, mm. bah, t'as pas tout ce travail derrière qui doit être hyper chronophage en fait. Enfin, qui Bah, l'est, d'ailleurs, je le oui, sais. je l'ai. Bah, Et du coup, moi, que- je me concentre sur les actions qui apportent vraiment de la plus-value par rapport à mon expertise. Donc, oui, dire, il faut cibler tel mot-clé, il faut développer en gros ce vocabulaire-là et tels mots-clés secondaires qui sont aussi importants. Euh, Voici une partie des autres questions posées, là, les people also ask, parce que ça lui évite de les chercher par lui-même, etc. Et puis que ça donne beaucoup d'informations sur l'intention de recherche. Mais après, enfin, go, quoi. Enfin, après, personne sait bah, le travail qu'elle a à faire, quoi. mm. Mais du coup, là, bah, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent que tu fais du consulting SEO, de la stratégie, des briefings. Mais c'est vrai que le consulting, bah, ça peut paraître un peu flou quand tu n'es pas dedans. Tu proposes quoi concrètement comme prestation? Alors, concrètement, moi, il y a deux blocs de prestations. Soit je fais à la place de mes clients, soit je fais avec eux et je leur apprends à devenir plus autonomes dessus. En gros, c'est ça mes deux façons de travailler. Soit je fais à la place, c'est-à-dire bah, ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper leur SEO, pour faire un audit, audit complet, technique, contenu, etc. Faire les préconisations, éventuellement gérer l'équipe qui va mettre en place les préconisations. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire la stratégie et pour faire le calendrier éditorial, et éventuellement pour gérer l'équipe qui va rédiger, et pour faire le suivi des performances. Donc là, c'est des clients avec lesquels je travaille toute l'année. Sur du long terme. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que c'est aussi une grosse charge mentale. Mais en gros, voilà, pour ceux qui ont la prestation complète, en gros, à l'échelle de l'année, c'est ça. Où bah, je suis leur partenaire. C'est moi qui m'occupe du SEO et eux, ils ont la vision de l'entreprise et c'est eux qui font les prestats. Et moi, je m'occupe de la partie visibilité SEO stratégie. Euh, et pour ceux pour lesquels je fais avec eux en les faisant monter en compétences. Donc du coup, c'est pas exactement la même typologie de clients. Euh, du coup, là, j'ai un accompagnement de 3 mois où bah, on va tout regarder. C'est-à-dire que moi, avec mes outils professionnels, je vais aller faire un audit, je vais rendre les préconisations, je vais faire un plan d'action de bah, voilà ce qu'il faut prioriser, ce qu'il faut que tu règles d'abord et voilà où tu peux regarder pour le régler. Je vais faire la stratégie éditoriale, je vais faire monter en compétences éventuellement sur bah, voilà comment améliorer tel contenu, ou accompagner sur une refonte quand c'est une refonte de site et qu'on se sent pas de le faire tout seul parce que toi et moi on sait que ça peut être, enfin que c'est très risqué une refonte de site quoi qu'il arrive, donc il faut bien le cadrer. Donc en gros moi je mets mes compétences, ma pédagogie et tous les investissements pro que j'ai à travers les outils etc. Au service du client pendant 3 mois et du coup pour qu'il prenne le plus d'autonomie, moi j'appelle ça reprendre le contrôle sur son SEO, qu'il puisse vraiment comprendre ce que c'est le SEO, qu'est-ce que ça comprend, quelles sont les actions à prioriser, et d'être accompagné sur ces actions-là pendant 3 mois. Donc voilà, c'est un peu les deux blocs de prestations que j'ai. Donc, ouais, sur ton offre d'accompagnement, au final, tu as beaucoup de gestion client.
Oui, bah, c'est beaucoup de temps de travail avec le client. Il y a des tâches que j'ai à faire de mon côté, mais c'est des vrais temps de travail en visio, directement avec le client. Et entre chaque visio, on a chacun des choses à faire Mmh. pour faire avancer, quoi, pour avancer sur les points pour lesquels on n'a pas besoin d'être ensemble pour le faire. En gros, c'est vraiment cet équilibre-là. Alors qu'effectivement, pour la prestation c'est moi qui m'en occupe, les temps clients, c'est des temps d'échange, de reporting, éventuellement de réflexion stratégique, etc. Mais pour l'exécution, c'est effectivement moi qui dois faire le travail de mon côté, quoi. OK. Donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, tu vas proposer vraiment, audit SEO technique, audit SEO de contenu, création d'un calendrier éditorial, l'analyse de performance SEO. Et après, tout ce qui correspond en gros chef de projet SEO à travers onboarding, recrutement possible des rédacs, briefing, gestion de l'équipe de rédac, parce qu'il y a des clients qui veulent avoir qu'un seul interlocuteur, donc dans ce cas c'est moi qui gère et eux ils sont, à part pour la facturation, ils sont pas en contact avec les rédacs, et il y en a qui veulent être en contact directement avec, donc pour le coup là ça s'adapte comme ça. En gros c'est ça. Euh, pour l'audit technique, je mets quand même un petit point, c'est-à-dire que les SEO, toi tu le sais, je sais que tu le sais, mais je sais qu'on n'est pas les seuls ici. Mais en gros, la partie audit technique, quand même, la technique c'est une spécialité aussi à part entière. Donc Mmh. pour un site classique entre guillemets, un site vitrine WordPress sur lequel il n'y a pas de spécificité, etc. Oui, je peux. Dès l'instant où il y a des spécificités, par exemple si c'est un gros e-commerce, il y a quand même beaucoup de spécificités techniques. Si c'est par exemple un site multilingue, voilà, tout ça, pour le coup, il faut aussi avoir la modestie et l'honnêteté de dire, bah, en fait, là, non, en fait, je ne suis pas en mesure de m'occuper de la partie technique sur des sites spécifiques comme ça, ou s'il y a une problématique qui va vraiment trop loin, et dans ce cas-là, il faut bosser avec des partenaires qui, eux, sont spécialisés en technique. Mmh. Donc, normal de pas pouvoir tout faire sur tous les aspects. Et moi, ma plus-value, elle est vraiment Bah oui, spécialisée dans la stratégie éditoriale, donc c'est là-dessus que je peux aller le le plus loin et contenu le du plus coup. spécifique, quoi. Pour vous qui nous regardez, l'audit SEO, souvent quand on dit audit SEO, on entend audit technique. Enfin, pour les SEO, ça va être ça. Donc là, ça va être plus voilà, la vitesse de chargement du site, le sitemap, pardon, les backlinks, enfin, voilà, tous les facteurs un peu techniques. Et l'audit SEO de contenu, ça va être vraiment, bah, voilà, regarder sur le site, analyser la qualité du contenu, regarder toutes les pages, regarder les balises HTML, le maillage, les Regardez images, s'ils voir si performent cette page aussi. est pertinente. Oui, voilà. Parce que pour le On a coup, on aussi a cette beaucoup de analyse sites de clients. performance de mots-clés. Mm. Ça, c'est pas dans le SEO technique. C'est vrai que tu as raison, il faut le préciser. Tout ce qui est mots-clés, ça reste du contenu. Donc, par exemple, un audit de contenu, vous pouvez être amené à utiliser des outils comme la Search Console, Rank Explorer ou SEMrush pour voir voilà, comment se positionne le site sur telle et telle requête, sur quelle requête importante il ne se positionne pas, quelles pages peuvent être améliorées. Voilà, tout cet aspect, ça reste de l'audit de contenu. Voilà, je voulais faire le point parce que c'est vrai que c'est un peu flou et chacun a un peu son jargon en fait. Oui. Donc, Et c'est ce que j'allais te dire quand tu récapitulais un petit peu bah, les types de prestats. En fait, toi, tu les appelles comme ça. Moi, il y en a certaines que j'appelle différemment. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je m'avance un petit peu, mais sur la partie relation client aussi et dans la partie vente, il faut toujours expliciter, ok, concrètement, un audit, il y a quoi dans mon audit? En fait, il faut vraiment l'expliquer au client parce que enfin, nous, c'est notre jargon. Déjà, entre nous, on n'a pas les mêmes appellations. On met pas forcément pile la même chose derrière chaque nom de prestat. Donc en plus, le client, c'est évident que lui non plus, il va pas forcément. Bon bah je vous fais un audit et une stratégie. Oui ou non? Bah le ouais. client il peut pas. Non, Enfin mais il peut c'est pas hyper comprendre. important. C'est normal. C'est très important de tout expliquer et vraiment d'adapter son vocabulaire à sa cible. Et si le client est très novice, bah, voilà, ne pas avoir peur de lui expliquer, bah voilà, là, je propose telle chose, ça veut dire ça. Enfin, lui expliquer vraiment, quitte à lui réexpliquer les bases du référencement Oui. naturel, Voilà à de quoi ça tout, en sert fait. en fait. Parce qu'un client, enfin, quelqu'un qui crée un site comme ça, je ne sais pas, quelqu'un qui a une petite boutique et qui veut juste se créer un petit site vitrine, pour lui, le SEO, la SERP, un backlink, ça veut rien dire, en fait. Mm. Tu lui parles chinois, c'est pareil, quoi. Donc, c'est hyper important, même quand on envoie, je pense que tu fonctionnes pareil. Moi, quand j'envoie un rapport d'audit,
ou quand je fais mon mini audit, on y reviendra, Ouais. pour faire un petit état des lieux du site. Voilà, je m'adapte vraiment à ma cible et je vais pas hésiter à mettre des petits paragraphes qui expliquent, bah voilà, là, ce tableau que je vous ai communiqué, ça veut dire ça, ça et ça, telle donnée, ça correspond à ça. Il ne faut pas avoir peur de se dire, ouais, le client, il va se dire que je le prends pour un teubé. En gros, pas du Mm. tout. C'est vraiment important, au contraire. Et je pense que ça donne aussi de la valeur à notre travail, parce que communiquer juste des tableaux, des chiffres, des positionnements de requêtes, bah, le client, il peut se dire, ouais, c'est un peu du vent, mais en fait, qu'est-ce que concrètement, c'est quoi et Ouais, qu'est-ce que je fais avec si ça, c'est pas quoi. exploitable, si c'est pas compréhensible et exploitable, ça a aucun intérêt. Et moi, il y a vraiment ce truc-là qui me porte dans la façon de faire mon métier, c'est je veux que le client comprenne ce qu'il paye, pourquoi il paye, mais même avant de payer, en fait, c'est mon rôle de lui expliquer pourquoi il va payer ça, ce qu'il va avoir concrètement en retour, ce à quoi il peut s'attendre, euh, et, euh, et du coup, ouais, vraiment qu'il soit éduqué sur ce qu'on va faire ensemble, quel intérêt ça a, ce que je vais faire concrètement. Pour le coup, moi, c'est vraiment hyper important et ça me... Voilà, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est de récupérer des clients qui ont payé parfois des prestats pendant des années et qui savent pas du tout ce qui a été fait, qui comprennent pas du tout ce pourquoi ils ont payé des milliers d'euros, parce qu'en fait c'est ça, voire parfois des dizaines de milliers d'euros, sans savoir ce qui a été fait. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que bah, des fois, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Bah Et oui. bon, bah ouais, il est dégoûté du SEO, forcément. Enfin, Parce que sinon, tout le monde peut le faire. À la limite, prendre un abonnement SEMrush, mettre l'URL du site, et balancer exporter des les données, rapports. Voilà. et filer au client. Et bah, ça, c'est pas du consulting. Pour moi, c'est Non, de l'arnaque. Et je pense que même de voilà, vachement détailler nos prestats, expliquer voilà, tout ce qu'on va faire avant même de la vendre, bah, oui, quelque part, c'est un moyen de nous protéger aussi. Parce que le client sait ce que tu vends et il va pas recevoir, je sais pas, par exemple, son calendrier édito et dire non, mais je m'attendais pas du tout à ça, je le veux pas. Sauf que toi, exactement. tu as bossé 8 heures dessus, voire plus. Et enfin, faut qu'il te la paye, la prestation. Et le client, si pour lui se sent floué, bah, il peut ne pas vouloir payer. Je dis pas que c'est bien, mais il y en a qui le font. Et voilà, bien tout expliquer, c'est un moyen de se protéger. Et si le client voilà, dit bah, je m'attendais pas à ça, là, tu peux recadrer en disant, bah, écoutez, par contre, voilà, ça a été vu ensemble, c'est spécifié dans le devis. Euh, voilà, le client était averti et je trouve que c'est bien pour le client et c'est aussi très important pour nous Ouais, quand on délivre ce genre quoi de qu'il arrive prestats qui sont un peu. pour la relation commerciale et professionnelle, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il faut, quoi. Hmm. D'ailleurs, qui sont tes prospects exactement? Qui sont tes clients cibles? Ouais. Alors, mes clients cibles. Moi, jusque-là, donc ça fait depuis 2019 que je suis à mon compte, donc voilà, ça commence à faire. Les 4 premières années, mes clients étaient principalement des infopreneurs, donc des formateurs en ligne qui vendent leurs formations depuis leur site, donc du coup, effectivement, qui ont un besoin d'attirer du trafic via leur site. En général, ils font aussi de la publicité à côté, mais pour le coup, ça permet quand même d'avoir deux types d'acquisitions différentes. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé avec les infopreneurs et c'était des prestations qui étaient là, bah, quand on parlait des différentes offres, qui étaient des prestations à l'année, parce que bah y a un besoin permanent de publier ou d'améliorer le contenu existant, etc. Enfin, de penser la stratégie tout le long. Donc je connais très bien leur business model, leur façon de fonctionner, ce qui est important pour eux. Donc du coup voilà, j'avais cette spécialité-là sur les infopreneurs, ce qui n'empêche pas, et ça je le dis parce que on parle beaucoup de spécialisation ou de non-spécialisation en rédaction web, c'est pas parce que j'étais spécialisée dans les infopreneurs et dans la stratégie éditoriale que je ne prenais pas d'autres types de clients à côté. C'est juste que ma communication était orientée vers les infopreneurs, etc. Et donc naturellement, c'est aussi ceux qui me faisaient confiance. Mais après, j'avais d'autres demandes qui étaient des demandes plus ponctuelles, de accompagner dans une refonte, faire une strat, faire monter en compétences, etc. Avec des artisans, ce qu'on peut appeler des solopreneurs, d'autres types d'indépendants, mais qui vendent pas de formation mais des prestations, etc. Donc pour le coup, voilà, mais ma cible principale et les clients avec lesquels je travaillais, c'était les infopreneurs. Et du coup là, la partie accompagnement, deuxième type de presta, plus montée en compétences, etc., dont on parlait, ça c'est plus pour les indépendants ou pour les services marketing de PME, de petites PME qui ont en général une ou deux personnes
en marketing communication et qui du coup sont assez généralistes ou ont des spécialités qui sont non SEO et qui ont besoin du coup d'un renfort, d'avoir en gros de temps en temps accès à des outils pro et un regard d'expert sur leur stratégie et une petite montée en compétence de ok, faut qu'on priorise ça, voilà la feuille de route et bah c'est bon, on est ok pour s'en occuper en interne pendant X temps quoi. Ok. Et du coup, ces clients, tu les as trouvés comment? Tu as prospecté ou... La grosse question. On sait que c'est une question, ça et les tarifs, on sait que c'est les deux grosses questions. Ouais. Alors, moi je suis globalement terrifiée de la prospection, c'est très anxiogène. Je suis désolée, ça vend pas du rêve là-dessus, mais voilà, c'est une réalité. On est plus ou moins à l'aise avec certaines façons de faire. Moi, ce que j'ai privilégié au démarrage, je vais faire un petit peu en mode historique parce que du coup là, j'ai plus le même profil et j'ai plus les mêmes j'ai plus de choses maintenant que je n'avais quand j'ai commencé en 2019. Mais du coup, en 2019, je sors de l'enseignement public. J'ai aucun réseau, je ne sais même pas ce que c'est que le marketing, globalement, hein, soyons tout à fait honnêtes. Enfin, il y a vraiment un fossé. Je ressens, moi, un fossé énorme entre l'enseignement et le freelancing. Bah, c'est deux mondes totalement différents, quoi. C'est Et je vraiment sais c'est qu'avec déjà... le monde du privé aussi, hein, je sais que ceux qui étaient salariés dans le privé et qui deviennent indépendants, c'est aussi différent. Mais du coup, je connais moi le gap et le fossé avec mon cas, le cas que j'ai vécu moi. Donc du coup déjà, il a fallu m'intéresser un petit peu et me former déjà au ok concrètement c'est quoi le marketing quoi. Et ce que j'ai fait très rapidement, c'est aller à des événements physiques entre freelance, entre entrepreneurs, entre indépendants, etc. Donc du coup, j'en ai trouvé des événements qui étaient gratuits, qui étaient pas des événements de t'y vas, tu distribues ta carte de visite et t'espères signer des contrats. C'est pas du tout ce type d'événement, mais c'est d'événements plus, on se retrouve entre freelance, on discute de notre réalité, on échange sur nos pratiques, etc. Et de fait, en faisant ces événements, oui, moi en tant que, alors au début en rédaction web et ensuite en SEO, forcément je vais rencontrer des développeurs web, des créatrices de sites WordPress, des web designers, et forcément ces gens-là ils disent oui, enfin on noue une relation personnelle avec, on va de temps en temps se boire un café pour se donner des nouvelles ou nous challenger sur nos enjeux professionnels, etc. Et oui, forcément ces gens-là quand ils ont une demande de création de site avec du SEO et que eux-mêmes ne font pas du SEO, jusque-là ils les refusaient, maintenant ils disent mais j'ai Christelle, peut-être que voilà. Et du coup, on en vient à créer une offre commune en disant quand t'as un client qui a besoin de ça, tu vois, tu sais quoi lui proposer. Quand moi j'ai un client qui a besoin d'une refonte de site mais qui a pas encore le partenaire, je sais vers qui le diriger aussi. Ou quand il y a des préconisations techniques à mettre en place que le client est pas encore accompagné là-dessus, je sais vers qui le diriger en disant voilà, je sais que telle personne elle te facturera de cette façon. Enfin voilà, c'est des choses qui sont déjà un peu qui sont pas un peu, qui sont déjà discutés entre collègues et en disant voilà, je sais que tu peux porter telle et telle prestation. Donc du coup, c'est pas directement de la prospection. Moi, j'appelle ça du réseautage, même si de fait, c'est déjà un petit peu de la prospection, mais c'est plus indirect, ça passe vraiment plus par le relationnel. Donc moi, c'est vraiment par ça que j'ai commencé, pour vraiment m'immerger dans la partie freelance. Après, attention, ça sert à rien de faire des événements toutes les semaines, 4 fois par semaine. Hein. Je sais pas, ça, voilà, aucun intérêt. Faut quand même doser, faut faire ceux qui sont intéressants pour vous, dans lesquels vous vous sentez bien. Et ensuite, c'est pas fait pour, pardon, c'est pas fait pour tout le monde non plus, je pense, parce qu'il y en a qui vont être très à l'aise avec ça, qui sont très sociables, et il y en a au contraire qui vont préférer prospecter par mail, par exemple, que de voir des gens. Tu disais que ça te terrorise, toi, de prospecter comme ça par mail ou sur les réseaux, mais des personnes comme moi, ça me fait plus peur d'aller à la rencontre de vrais gens, de quitter mon bureau. Et je sais qu'on est beaucoup comme ça. Après, je pense que parfois, il faut sortir un peu de sa zone de confort, mais comme tu disais, il n'y a pas une unique solution, quoi. Et, non, il faut doser. Il faut essayer. Je pense par contre qu'il faut essayer un peu toutes les solutions. Parce que moi, c'est pareil, en fait, ça me stresse toujours les événements freelance, surtout quand c'est un premier événement où tu as 100% de chance que tu connais personne. Voilà, il y a une certitude, c'est celle-là. La seule certitude que t'as, c'est je vais connaître personne. Donc forcément, les premiers moments, ils sont un peu comme ça. Et puis t'es là, t'es avec ton café, et puis bon, voilà. Mais bon,
comme dans toute réunion où tu connais personne, t'as ce moment inconfortable. Mais après, tu sens très vite si l'événement, tu vas être à l'aise parce que du coup, bah, les autres, ils sont comme toi. En fait, si les autres sont comme toi et qu'ils ont à cœur aussi que tout le monde soit à l'aise, de pouvoir discuter, etc., bah, le moment d'inconfort, il passe très vite. C'est pour ça Mmh. qu'il faut quand même tester. Il y en a où j'ai testé une réunion, un événement comme ça, j'y suis pas retournée parce que je m'y sentais pas à l'aise ou que je me disais non, vraiment, ça sert à rien. Enfin, c'est pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes façons de travailler ou on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Je partage pas du tout les valeurs des gens présents à cet événement, donc ça sert à rien. Enfin, il y a quand même un objectif professionnel derrière. Donc, euh, donc le but, c'est pas de perdre du temps. Mais je pense qu'il faut quand même effectivement tester un petit peu la prospection par mail, pareil, la prospection par LinkedIn, pareil. Je pense qu'il faut tester pour voir ce que ça nous fait. Et est-ce qu'on est capable de le dépasser? Enfin, voilà, pour tester, c'est pas le dépasser à tout prix, c'est pas se faire violence pour tout, parce que je pense qu'on est assez d'accord, toi et moi, là-dessus, pour dire, Ouais. oui, il faut doser l'inconfort, mais en fait, faut quand même faire avec quelles sont nos forces et pas non plus être tout le temps dans nos faiblesses et dans les choses Mmh. qui sont difficiles. C'est pas ce qu'on veut dans nos vies. Euh, mais du coup, je pense que au moins tester pour voir, ok, qu'est-ce que ça me fait et est-ce que c'est quelque chose que je peux améliorer dans le temps ou pas. Mmh. Donc Ouais. pour le coup, je pense que c'est quand même bien de tester euh, avant de choisir de toute façon. Effectivement, comme tu le dis, il y a plein de façons de faire et j'ai aussi travaillé mon réseau en ligne. Forcément en échangeant avec les formateurs, des formations que j'ai suivies, qui parfois, du coup, avaient aussi des missions à proposer, qui étaient en confiance, qui voyaient la façon dont j'avais suivi la formation, qui voyaient les résultats que j'avais en suivant la formation et donc du coup qui potentiellement proposaient des missions. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais on avait pas mal de groupes en ligne entre rédac web à l'époque. À l'époque, pression d'être... Allez, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais pour le coup, ouais, il y avait beaucoup de groupes de rédaction en ligne, donc c'est pareil, il y a des collègues, et puis finalement, des fois, des collègues, ils ont une mission qu'ils peuvent pas prendre, ou une mission sur une thématique qui les intéresse pas du tout. Enfin voilà, ça, c'est aussi du réseau. Par contre, c'est assez imprédictible de savoir Mmh. ce réseau-là. Est-ce qu'il y a des mois où je vais être très sollicité par des prospects qui viennent de ces réseaux-là, et des fois, pendant 2 mois, je vais avoir rien qui va venir de Ouais. mes réseaux. Donc, ça a cette fragilité-là, et c'est une des forces de la prospection directe par mail ou par LinkedIn. À l'inverse, de dire, bah, t'as besoin l'admission, tu vas en contacter tant. Mathématiquement, si tu fais bien les choses, tu auras des retours et tu décrocheras une mission. Donc, les deux sont complémentaires pour le coup. C'est ça, je trouve que déjà quand on veut trouver des clients, bah, la prospection, le réseautage, voilà, choisir, ça dépend un peu du degré d'urgence que tu as à trouver des clients. Si tu as les revenus et que tu n'es pas du tout pressé, que tu veux pas sortir de ta zone de confort, que tu n'aimes pas prospecter, bah ouais, tu peux te rendre à des événements, essayer de te créer un petit réseau. Mais c'est vrai que les résultats sont imprévisibles, on ne sait Mm. pas qui on va rencontrer, combien de temps ça va prendre. Alors que la prospection, bah, souvent quand on se lance après une formation ou même après s'être formé en autodidacte, bah, parfois on a encore son job salarié, parfois on est au chômage, parfois on n'a rien du tout. Donc on a un peu ce sentiment d'urgence. Et c'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est quand on débute, il faut prospecter parce que le réseautage, c'est bien. Créer un site vitrine, c'est bien, mais il faut aussi le temps qu'il y ait du SEO dessus et qu'il soit visible. Au début, personne ne nous connaît. Donc c'est vrai que la prospection, c'est la méthode la plus sûre Mm. pour trouver des clients rapidement. Je dis rapidement, bien sûr, tout dépend de la manière qu'on a de De prospecter, comment des c'est fait, efforts bien qu'on met sûr. dedans, de qui on prospecte. Je pense qu'il y a aussi une part de chance, entre guillemets, parce que il y a quelqu'un qui peut très bien prospecter 10 personnes, il va tomber sur 5 super prospects. Il y a quelqu'un qui peut en prospecter 100 et il va tomber sur des gens qui n'ont pas besoin. Après, il y a aussi toute la partie, voilà, est-ce que j'ai la bonne cible? Est-ce que je Mm. m'adresse à la bonne cible? Est-ce que Enfin, en faire 100 et avoir aucun résultat, ça c'est quand même très très oui. rare. C'est pour ça que j'ai fait le lien. Je me suis dit, ouais, Ouais, c'est j'abuse un un peu, peu il y aurait quand même un parce que problème. je pense que tu mets le doigt justement sur quelque chose de hyper fort avec la prospection directe, c'est que il faut faire du volume. Si Ouais. t'envoies 5 mails, même 10 mails, ni même 15 mails, bah t'es pas sûr. En fait, c'est presque normal si tu décroches pas une mission à coup sûr. Pour le coup, faut faire du volume.
Et en faisant 100, normalement, en faisant bien les choses, effectivement, normalement, là, tu peux peut-être en... Mais après, des fois, une mission, ça suffit. C'est-à-dire que si c'est une mission sur Ouais. l'année, en fait, ça peut au moins te sécuriser. C'est pas une mission à temps plein, mais ça peut au moins te sécuriser, te faire rentrer du chiffre d'affaires, et du coup, après, tu peux te permettre d'être un peu plus exigeante dans qui tu cibles, dans le tarif que tu vas faire, etc. Donc, en fait, je pense qu'on le sait, toi et moi, le plus dur, c'est le premier client à Ouais, c'est décrocher, vrai. quoi. Vraiment. Et puis on n'a pas de référence aussi au début, on n'a rien à montrer, donc on a aussi cette peur de se dire, mais les clients, ils vont se dire, mais c'est qui elle? Mais elle est rédactrice, elle est consultante de quoi en fait? Elle a Ouais. rien à montrer. Donc il y a cette peur aussi. Et après, franchement, quand on trouve un client qui nous fait confiance, bah, ça y est, on est lancé, on commence à avoir des sous, on a de premières choses à montrer. Et notre posture, elle change, en Oui, fait. Quelqu'un nous a déjà fait... Quelqu'un nous paye pour nos compétences. Du coup, ces compétences sont reconnues, et la validation extérieure, on a beau dire ce qu'on veut, ça compte et ça joue énormément sur la confiance. Donc du coup, forcément après, dans notre posture, on sera aussi plus solide en prospectant d'autres personnes. On pourra aussi, comme tu disais, avoir ce qu'on appelle la preuve sociale. Quand on a un coup de téléphone, un appel de vente avec un prospect, on pourrait dire, bah oui, par exemple, je travaille actuellement avec un client qui est dans votre domaine, qui est dans le même domaine ou qui a les mêmes problématiques que vous. Forcément, ça va mettre en confiance le prospect au téléphone. Ah oui, elle l'a déjà fait, en fait. Elle l'a déjà fait, elle sait faire. Donc c'est hyper important aussi pour la posture et pour, comme tu disais, ce qu'on peut montrer aux clients ou ce dont on peut parler aux futurs prospects, quoi. c'est vrai. Et du coup, tu parlais, je t'ai entendu parler d'appel de vente. Ouais. Comment tu t'organises un petit peu, voilà, au stade, tu as un prospect et comment tu fais pour le convertir en client? C'est quoi les étapes? Comment tu fonctionnes? Ouais. Alors, moi, quoi qu'il arrive, je passe par l'appel. C'est-à-dire que je propose pas mes prestations par mail. Même si j'ai une demande, en gros, je peux avoir des demandes qui viennent j'ai un formulaire sur mon site internet, j'ai mon compte LinkedIn sur lequel je suis active, et après, quand on donne mon mail, enfin voilà, quand des gens de mon réseau font passer mon mail ou à des prospects. Donc en gros, j'ai ce premier contact physique des gens qui me contactent. Moi, je ne réponds jamais ah oui, je fais ça, voici mes tarifs. Jamais je réponds ça. Jamais je réponds ça. C'est-à-dire que je n'ai même pas. Enfin, c'est-à-dire que là, la personne, tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est elle vend à 200 euros, lui, il vend à 150. Bon, bah, il a que ça à comparer, il va vers celui à 150. On ne sait même pas concrètement de quoi il a besoin. Moi, quand j'oriente quand même, je reprends aussi des exemples de quand je faisais de la rédaction, c'est que moi j'avais une règle, je ne fais pas de rédaction sans stratégie éditoriale. Puisque je savais que potentiellement ça allait servir à rien et que moi c'était pas ok de rédiger pour rien. Enfin pour rien en termes de pour que le client n'ait pas de résultat. Donc du coup, pas de problème. Si la stratégie a été faite et qu'il cherche quelqu'un pour mettre en œuvre la stratégie rédigée, oui. Mais sinon, quoi qu'il arrive, il faudra faire une stratégie. Donc moi quand j'avais des messages entrants ou même des messages où moi je répondais, quelqu'un qui cherchait une nana, je dis bonjour, moi je fais ça, ça, ça. Par contre, je vous préviens, je ne rédige que pour appliquer une stratégie éditoriale, parce que sinon, c'est jeter l'argent par les fenêtres. C'est rédiger des contenus qui vont potentiellement ne pas vous apporter de trafic, ne pas parler à vos cibles, et donc vous servir à rien, et moi je suis pas ok avec ça. Évidemment que le prospect il l'entend ça. Enfin, c'est son intérêt, de toute façon. Ce que je mets en avant, c'est pas moi j'ai pas envie de perdre du temps et ça va me démoraliser. Il s'en fout que ça me démoralise. Clairement, hein, je veux dire, mon moral pour le prospect, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Par contre, jeter son argent par les fenêtres, ça, Pas ça, pareil. ça va le faire tiquer, ce qui est normal. C'est son investissement. Donc du coup, et comme ça, j'ai décroché des prospects, mais moi justement avec ça, parce que je disais, oui, je fais ça, mais non, je vais pas le faire pour vous dans cet état-là, en fait. Et du coup, quoi qu'il arrive, il faut un appel pour en discuter. Il faut un appel déjà pour bien comprendre, et encore plus en SEO, on l'a dit tout à l'heure avec qu'est-ce qu'on met chacun derrière chaque presta, qu'est-ce que les prospects imaginent qu'il y a derrière une prestation qui s'appelle audit ou qui s'appelle stratégie ou qui s'appelle ligne éditoriale ou que sais-je. Donc pour le coup, quoi qu'il arrive, il faut un appel. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, appel de prospection, appel de vente, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. Appel découverte aussi. Il y a appel découverte, exactement. L'idée première, et après, quelle que soit sa méthodologie, hein, parce qu'il y a plein de méthodologies, on est chacun à l'aise avec une façon de cadrer l'appel de façon différente. Mais quoi qu'il arrive, pour moi,
qui est fondamental, enfin, c'est pas pour moi, c'est ce qui fonctionne, c'est il faut qu'on aille récupérer absolument les informations dont on a besoin pour faire la proposition au client, enfin, au Mmh. futur client, au prospect. Il faut absolument qu'on soit très clair dans notre tête. Évidemment, le but c'est d'écouter le besoin, mais c'est de surtout comprendre concrètement quel est le budget, quelle est la cible, qui s'occupe de quoi. C'est-à-dire, est-ce Mmh. que c'est le client qui a fait le site, est-ce qu'il bosse avec une agence. Non pas qu'il y en a un qui est mal, un qui est bien, c'est juste que il y a certains avec lesquels mes prestations collent et je peux répondre à leurs besoins. Il y en a d'autres avec lesquels mes prestations ne collent pas et je ne peux pas répondre à leurs besoins. Mmh. Une prestation où je vais devoir travailler avec une agence où je vais faire un peu zone tampon, bah, y a une partie chef de projet qui est un peu différente. C'est possible, mais du coup, c'est plus exactement la même prestation de on travaille tous les deux ensemble. Donc voilà, pour le coup, avant de savoir ce que je lui propose, il faut que je sache de quoi concrètement il a besoin. Et au-delà de, bien sûr, le prospect, je vais lui demander déjà de m'expliquer son contexte, sa situation et son besoin. Et après, je vais poser plein de questions. Et moi, pour être sûr de rien oublier, j'ai une sorte de petite checklist de il faut que je demande le budget, il faut que je demande que je comprenne qui fait quoi, qu'est-ce qui a déjà été fait en SEO, est-ce qu'il a déjà travaillé avec des gens en SEO, pour le respect des partenaires aussi. Hein, qui disent bah oui, j'ai déjà Ouais. mon dev qui m'a fait quelques trucs en SEO, mais là je sens bien que c'est pas bon. Bah là déjà c'est une situation humainement qui va demander un peu plus de pincettes et ce qui est normal. Ou si c'est ah bah oui, moi j'ai demandé un devis à quelqu'un pour la refonte de mon site, il m'a prévenu directement en disant par contre moi le SEO c'est pas ma spécialité donc faut trouver quelqu'un. Là, elle me dit oui, c'est hyper facile à ce moment-là de dire oui, bah, j'ai l'habitude de travailler avec des gens comme ça, on a chacun nos spécialités, c'est trop cool. Moi, je vais pouvoir faire confiance à sa spécialité de dev et lui pourra faire confiance à ma spécialité de SEO. Donc, pour le coup, il y a vraiment un tas de questions comme ça. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, pour proposer ma prestation, pour savoir si c'est pertinent que je lui propose ma prestation, quelles sont les informations dont j'ai besoin. Mmh. C'est ça. Pour vous qui nous écoutez, si vous débutez, n'hésitez pas à préparez bien votre appel découverte, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous faire une sorte de template, en fait, où vous notez toutes les questions que vous pouvez proposer à vos prospects. Globalement, ça va être un peu toujours la même chose si vous avez bien défini votre client idéal et ça vous permettra de gagner du temps et aussi d'être crédible lors de l'appel découverte parce que c'est un premier contact et c'est important l'impression que vous laissez. Et du coup, voilà, en ayant votre fil rouge, vous paraîtrez vraiment professionnel. Le client, ça va lui inspirer confiance parce qu'il va voir que c'est cadré. Et comme Christelle, c'est un truc que je répète tout le temps. Vraiment, l'appel découverte ou à la limite, si vous n'aimez pas les appels, je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec des questionnaires, des Google Forms qu'ils envoient à leurs clients avec toutes les questions. Mais cette phase, elle est hyper importante et on ne propose pas de tarif avant. Mm. Jamais de la vie. Parce qu'une fois que vous proposez un tarif, vous êtes bloqué. Et en fait, au stade où vous êtes juste en train de. Vous avez eu un premier contact avec le client, vous n'avez pas du tout conscience de ses besoins. Même lui, il n'est peut-être pas calé dans sa tête. Et au final, vous risquez de proposer un tarif soit qui ne va pas être intéressant pour vous, soit qui va être trop cher. Enfin, dans tous les cas, vous risquez de faire une grosse bêtise. Et une fois que vous avez dit, je ne sais pas, cette presta, je vous la propose à 250 euros, si vous vous rendez compte qu'il y a 4 fois plus de travail derrière, Ouais. vous ne pouvez pas dire au client, oups, finalement, ce C'est sera foutu. 1500 euros. Bah non, enfin, imaginez si on vous fait ça, c'est pas possible. Ouais. Et là, tu mets le Donc, doigt sur un truc fondamental, c'est que j'ai dit, hein, faut poser la question du quel est le budget, etc. 95% du temps, moi, dans mes appels de vente, les prospects disent je ne sais pas. C'est pas grave. En fait, c'est normal qu'ils sachent pas. Ils savent, la plupart, ils ont jamais fait appel à une SEO, donc ils savent pas forcément. Ça, pas de problème. Ou ils veulent pas avancer de chiffres parce que ils ouais. ont peur que si jamais donne un chiffre, et bah, même si moi ma prestation est en dessous, je gonfle les prix, etc. Ok, pas de problème. Par contre, ils posent la question, et moi, derrière, je dois être capable de leur faire, leur donner une idée. Et c'est là où c'est important, c'est ce que tu dis Morgane, c'est pas de dire ah bah mais tel presta, moi c'est tant. Mais non, j'ai toujours pas encore assez d'éléments à ce stade. Moi, de toute façon, moi je n'annonce pas de prix définitif Tu donnes une au téléphone. fourchette. Je fais une proposition commerciale après, à la fin de l'appel. Je dis bah voilà, là ce que je vous propose, c'est que moi d'ici demain, je vous fasse une proposition commerciale où je récapitule tout ce qu'il y a de votre besoin avec les choses qui me semblent les plus urgentes par rapport à vos objectifs. Et comme ça, enfin, vous voyez comment
comment, enfin bref, ce qu'on met en place ou si on part ensemble, etc. Mais quoi qu'il arrive, par contre, c'est important de poser la question et c'est important de vous savoir derrière de dire, bah, par exemple, moi, avec ce que vous m'avez dit là, par exemple, une stratégie éditoriale ou un pack de 4 articles mensuels, optimisés et avec des briefings, ça serait à partir de ou entre temps et temps. Mais pour ça, il faut connaître un Mmh. minimum votre offre. Bah, Et c'est ça vous ça, permettra d'être solide là-dessus. si c'est la première fois, on a du mal aussi à indiquer une fourchette. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à dire aux clients, par contre, je ne peux pas vous communiquer de prix par téléphone. Il faut vraiment que j'étudie vos besoins et j'ai pas envie de vous dire de bêtises et de vous induire en erreur. Donc voilà, je préfère rien vous dire lors de l'appel. J'étudie votre besoin à tel moment et je reviens vers vous à tel moment avec un prix définitif. Moi, souvent, je donne une fourchette, mais comme tu dis, c'est vrai que bah, quand on débute, des fois, on ne sait pas forcément. Mm. Et puis, les clients, ils ont des besoins tellement variés que des fois, même avec l'expérience, on peut être là, genre, bah, moi, le dernier client que j'ai prospecté, je lui ai pas du tout donné de tarif par téléphone parce qu'il voulait plein de choses différentes. Je suis pas une, je suis pas une pro des maths. Il y a tout qui, je me disais, Mm. mais j'en sais rien en fait. Et je pense que si je lui avais dit quelque chose par téléphone, même une fourchette, ça aurait été une bêtise pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment important. Du coup, vous avez votre phase de prospection. Voilà, vous avez le premier contact avec le client. Vous programmez un appel découverte pendant lequel vous étudiez le besoin. Pas de tarif. Et derrière, vous prenez le temps de tout étudier. Et là, vous communiquez un devis détaillé si possible en expliquant voilà ce que vous allez faire et pourquoi. Mm. C'est ça Et pour toi aussi. Hein. je reviens sur ce que tu as déjà dit 2 fois sur le fait de cadrer l'appel, de dire bah non, là je ne peux pas vous donner de tarif là parce que votre situation est spécifique ou parce que bah, il faut que je vous fasse une proposition personnalisée, etc. Ça, parfois vous pouvez avoir l'impression que ça va vous faire passer pour un guignol ou pour quelqu'un qui sait pas, mais pas du tout. En fait, c'est professionnel, c'est hyper professionnel de dire là, vous m'avez donné beaucoup d'infos. Moi, je vais être sûre de vous faire la proposition qui colle au plus juste à vos besoins pour vous éviter de payer des choses qui vont vous servir à rien ou à l'inverse pour laisser de côté des actions qui vont être clés. Donc, je me prends un créneau demain. Bon, le but, c'est pas de le faire 3 semaines après, hein, on est bien d'accord. Je me prends un créneau de travail demain, comme ça, je vous envoie une proposition commerciale détaillée ou un devis détaillé. Et comme ça, on peut en rediscuter à ce moment-là. Et pareil, sur le fait de cadrer, le prospect, il appelle, il vous connaît pas, il sait pas exactement non plus ce que vous proposez. Évidemment que c'est à vous d'être lead, de Ouais. guider l'appel téléphonique en fait. Et de le laisser Et, parler, hein. C'est pas dur de lui couper la parole à chaque fois pour lui reposer une question, pas du tout, mais par contre de dire bah voilà, ce que je vous propose c'est peut-être bah, déjà de m'exposer votre besoin, et puis comme ça après moi je rebondis avec des questions dessus pour être sûr d'avoir les informations qu'il faut pour bien comprendre si je peux vous aider ou pas, si c'est pertinent qu'on puisse travailler ensemble ou pas. Et ben ça c'est hyper pro en fait, et c'est ce que le prospect ouais. attend de vous aussi, d'être dans cette posture professionnelle. Ça les rassure en fait d'avoir un cadre. On peut avoir Bien peur sûr. de paraître un peu psychorigide, directif, mais en fait, ça les rassure vachement. Enfin, nous, je pense que vous avez affaire à des professionnels au téléphone parce que vous voulez acheter, je sais pas, une cuisine, un abonnement à tel truc. Bah, quand vous voyez que la personne est carrée, qu'elle suit son fil rouge et qu'elle guide un peu l'appel, bah, ça vous rassure parce que vous ne savez pas exactement. Enfin, vous êtes là en tant que client et vous ne connaissez pas le produit. Enfin, c'est pas à vous de guider l'appel, quoi. Et Donc, vous avez besoin d'être accompagné. Enfin, si oui, vous c'est faites ça. appel à un cuisiniste ou à un consultant SEO, bah, en fait, vous avez besoin d'être accompagné sur ce sujet-là. Donc, bah, c'est-à-dire que c'est pas à vous de porter la responsabilité du cadre. Enfin, c'est pas à vous en tant que client. Du coup, là, pardon, je me mettais côté client. Et à l'inverse, en tant que prestataire, bien sûr que c'est à vous de dire, bah, voilà les étapes, voilà ce que je vous propose, voilà ce que j'ai besoin de votre côté comme investissement. Parce qu'il y a des choses aussi, en fait, il y a des choses qu'on peut faire. Enfin, on va prendre des exemples de rédaction web, mais en rédaction web, oui, tu peux faire tous les articles que tu veux, mais si t'as aucune indication au départ de est-ce qu'on utilise le je, est-ce qu'on utilise le vous, est-ce que c'est un ton plutôt formel, etc., tu peux pas avoir un bon résultat. Donc ça, par exemple, c'est d'être clair avec le client, bah moi j'ai besoin que vous m'apportiez ces informations-là. C'est Qu'on crée une enfin, charte de mettre à éditoriale chacun sa ensemble. responsabilité. Et
Je pense aussi que c'est bien en fin d'appel, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, de resynthétiser un peu. Voilà, j'ai Oui. été téléconseillère pendant un moment, de dire bon, voilà, si j'ai bien compris, vous avez besoin de ça, ça et ça. Le client valide et là, lui laisser un temps. Bah voilà, est-ce que vous avez des questions et voilà, là, il a peut-être encore quelques petites craintes, ce prospect, peut-être quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc, c'est un petit temps, je pense, c'est important de le prendre Ouais. avant la fin de l'appel. Et puis voilà, même à la toute fin de l'appel, dire au client, voilà, moi par exemple, le devis, je vous le rédige demain. Si d'ici là, vous pensez à d'autres choses ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça Ouais. qui paraissent rien du tout, mais au final, qui rassurent vachement le client et Et même, qui aident même pour à nous, nouer une relation commerciale saine, en fait. mm, et même pour nous, enfin, on veut être sûr d'avoir bien compris et de rien avoir oublié. Enfin, c'est vraiment bénéf pour tout le monde, quoi. Et du coup, j'apporte une petite nuance sur ce qu'on disait, parce que là, avec ce que tu as rajouté, c'est effectivement top, mais cadrant, ça veut pas dire être autoritaire. C'est-à-dire que oui, il Ah faut qu'on non. soit cadrant en tant que prestataire, mais il faut aussi qu'on soit à l'écoute. Et c'est pas du tout contradictoire. Et je trouve que l'exemple que tu as donné est top. C'est-à-dire que oui, à la fin de l'appel, dire, annoncer, bah voilà, donc si je comprends bien, et là, de résumer un petit peu tout ce qui a été dit, vous, ça vous permet aussi de commencer à préparer ce que vous allez proposer. Euh, et pas de dire, bon bah voilà, c'est bon, je m'en occupe, salut, bisous, quoi. Bon, de toute façon, vous ne parlez pas forcément comme ça en fin d'appel prospect, mais en fait, c'est ça, ça c'est être cadrant. Et ensuite de dire, ok, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé? Et peut-être que là, en entendant la petite synthèse de vos besoins, vous dites, ah bah en fait, il y a telle chose. D'indiquer, si jamais il y a d'autres questions, voilà par quel moyen vous me contactez. Vous me les envoyez par mail, pas de problème. Que le client il soit pas tout seul, enfin, le prospect, mais je pars du principe que vous allez signer tous vos prospects, donc ce seront vos clients. Mais du coup, que le prospect, à ce moment-là, même une fois tout seul, il sache quoi faire si jamais. Et qu'il sache à quoi s'attendre. C'est-à-dire aussi, si vous dites, bah, je vous envoie le devis demain, envoyez-le le lendemain, pas Ouais, ça, 4 il jours faut après. prévenir, hein, c'est hyper important, C'est sinon ça. ça Et, commence trop mal. et moi, j'annonce pas toujours que je l'envoie le lendemain. Si je sais que j'ai pas le temps le lendemain, je sais pas si on est un jeudi Il faut dire après-midi, que rapidement. mon vendredi est déjà blindé, que je sais que j'aurai pas le temps, je lui dis que je lui envoie lundi. Enfin, c'est pas un problème. Tant qu'il l'a, voilà, c'est être cadrant, mais quand même à l'écoute. Enfin voilà, cadrant, ça veut vraiment pas dire autoritaire, c'est juste prendre chacun ses responsabilités. Et nous, notre responsabilité de professionnel, c'est de guider justement sur cette thématique, sur nos prestations et sur cette thématique SEO et ou rédaction web. Après, les appels vont différer aussi en fonction de la typologie de client. Quand on a affaire à des clients qui connaissent, que ce soit pour de la rédac ou du consulting, quand on a affaire à des agences ou des clients qui connaissent déjà le SEO, bah, il y a moins ce travail d'accompagnement, d'éducation, on va dire, ça D'éducation, va ouais. être beaucoup plus factuel. Genre, vous voulez quoi? Moi, je propose ça, allez hop, Bah, je ça fais ton dépend aussi de marché. la liberté qu'on Ouais, va avoir avec le client, tu vois, quand c'est c'est, ça. tu le disais, je prends l'exemple des agences, même si à l'intérieur des agences, il y a encore une autre typologie déjà Ouais. qu'on peut graduer aussi, mais bon, une agence, elle a un besoin précis, il y a une partie dont ils s'occupent déjà en interne, donc ça sert à rien de leur proposer, et pour le coup, ils savent ce dont ils ont besoin, c'est dans des process qui sont déjà établis, donc il y a un peu moins de liberté là-dessus, donc effectivement, du coup, il y a moins de temps à prendre à pinailler ou à détailler des choses, parce que c'est pas nécessaire. Mais ça, pour le coup, il faut vraiment doser. Quelles sont les informations dont j'ai besoin? Si l'agence vous dit déjà, bah, on a tant de budget, c'est en gros, selon ces délais-là, notre attente c'est ça, 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 bah c'est bon, vous les avez vos réponses en fait. Donc Il faut c'est vraiment comme s'adapter. ça qu'il faut penser, ouais. Il faut vraiment s'adapter. Alors, j'ai encore une petite question. On a parlé de la prospection, maintenant on va parler des tarifs sans Voilà, rentrer dans les une détails, ça c'est petite absolument question. comme tu veux. Mais est-ce que faire seulement du consulting, c'est quelque chose qui est rentable pour toi? Est-ce que tu arrives à en vivre confortablement ou est-ce que c'est galère? Enfin, dis-nous tout. C'est ton Est-ce moment que tu maintenant. manges Allez, des pâtes? débrouille-toi. Débrouille-toi avec ce Dis-moi. sujet maintenant. Sympa. Donc, quoi qu'il arrive, euh, j- j'ai fait de la rédaction web et j'en vivais. Enfin, de la rédaction web avec un peu de stratégie. Et là maintenant, je fais sans rédaction web que du SEO et j'en vis. Donc pour le coup, ça effectivement, c'est pas un questionnement. Dès l'instant où il y a un besoin et où j'ai l'expertise et que j'arrive à connecter avec ce besoin-là, il n'y a pas de problème, il y a possibilité d'en vivre. Par contre, ça se fait pas tout seul. On parlait des efforts de prospection qu'il y a à faire, ça c'est évident et c'est à tout moment
de sa vie. C'est pas que au début de sa vie de freelance, c'est à tout Ouais. moment. C'est cyclique, de toute façon, on sait bien, il y a des phases. Tout comme le travail de son offre, pour être sûr qu'elle est toujours alignée avec le besoin, ou est-ce que le besoin a évolué, ou est-ce qu'on préfère changer de cible parce qu'on se rend compte qu'on travaille mieux avec d'autres types de cibles, etc. Et quoi qu'il arrive, il y a aussi une chose à faire 1 ou 2 fois par an, tous les ans, c'est de recalculer sa rentabilité. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu du prix qu'on vend. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que professionnels, là, c'est de faire vivre notre entreprise. Quel que soit le statut de son entreprise, hein, qu'on soit en micro-entrepreneur ou d'autres statuts. Mais pour le coup, notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que notre entreprise puisse être pérenne, puisse durer dans le temps. C'est notre boulot numéro 1, en fait, ça. Donc forcément, il y a la partie prospection et forcément, il y a la partie euh, tarif, construction de ses offres, quel tarif on met en face, donc qui est aligné sur le marché avec potentiellement ce type de tarif, comment il faut que j'amène mon discours de communication dessus, etc. Et ça, pour moi, le calcul très concret de j'ai besoin de rentrer tant de chiffre d'affaires par mois, parce que je dois dépenser ça, ça et ça pour tel outil professionnel, pour etc. Parce que je veux travailler tant d'heures par semaine. Et ça dépend. Il y en a qui veulent travailler 60 heures, il y en a qui veulent travailler que les soirs parce qu'ils ont un autre boulot à côté ou quoi que ce soit. Pas de problème. C'est pour ça que c'est hyper individuel. Et c'est pour ça qu'on peut pas vous dire, pour faire tant de chiffre d'affaires, il faut que tu fasses ça. Parce que pour le coup, ça dépend de votre temps disponible, de votre énergie de travail disponible, de vos ambitions aussi là-dedans, de l'argent que vous avez besoin de rentrer, etc., de votre statut aussi. Il n'y a pas les mêmes charges. Enfin, les mêmes cotisations, pardon. Donc voilà, pour le coup, ce calcul-là, je le fais 1 ou 2 fois par an. 2 fois par an, en vrai, je le fais 2 fois par an. Ça, pour le coup, comme je me fais accompagner sur ces bilans-là, je suis sûre que je le fais 2 fois par an, sinon j'aurais tendance à le faire glisser, à l'oublier, quoi. Donc pour le coup, je le fais 2 fois par an, et vraiment, c'est re-questionner. Et quand on fait les prestations, pour être sûr que on est bien rentable, c'est-à-dire ça, je l'ai vendu cette prestation 2 000 euros. Combien de temps j'y ai passé? Est-ce que du coup je suis rentable? Ou est-ce que j'y ai passé beaucoup trop de temps par rapport au tarif que j'avais mis? Et donc du coup, j'ai fait du bénévolat sur certaines heures. Et ça, on est très mauvais pour estimer ça. Avant, je ne mesurais pas le temps, je ne comptabilisais pas le temps que je passais sur les missions. Et moi, il y avait des missions des fois, mais pas soit parce que la relation avec le client était un peu poussive, était un peu complexe, etc. Du coup, j'avais l'impression d'y passer des heures et d'être pas rentable. Alors qu'au final, non, j'y passais pas tant de temps que ça, mais ça me coûtait tellement émotionnellement sur L'énergie. d'autres plans que Ouais. j'étais complètement biaisée. Et à l'inverse, certaines prestations où ça se passe trop bien, je me rends compte que oui, bah du coup, je donne beaucoup, ça se passe très bien, mais en fait, je fais du bénévolat. Donc c'est dommage, parce que autant c'est effectivement hyper important de travailler avec des gens qui nous font nous sentir bien, avec lesquels la communication et délivrer les prestations sont top. Autant faut aussi quand même être sûr que notre boulot premier de notre entreprise est-elle rentable, on le fasse bien. Donc du coup, je mesure mon temps. J'utilise l'outil Toggle Google, pour je mettrai le chronométrer. lien sous la Ouais, vidéo. pour chronométrer mon temps. C'est un outil gratuit, avec une version gratuite qui est Je le largement connais de nom. suffisante, qui permet de mesurer votre temps, de les classer par projet. C'est-à-dire, enfin voilà, du coup, vous avez jusqu'à cliquer sur play et à rentrer ce que vous faites. Et puis ça vous fait, enfin, vous pouvez ensuite consulter un rapport de combien de temps vous avez passé pour ce client-là, pour telle prestation de ce client-là, etc. Donc du coup, à chaque fin de mission, ce que je fais, c'est que je prends mon rapport, je mets le nom du client sur ma petite feuille, combien je lui ai vendu la presta, et je divise par le nombre d'heures que j'y ai passé, et je vois est-ce que c'est ok, est-ce que je suis encore dans ma rentabilité, ou est-ce que j'ai donné un peu trop et que du coup je suis un peu limite, et du coup je sais il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Mais ouais, du coup, toi, vu que ça fait longtemps que tu fais ça, maintenant, ça se voit que tu as tes process, Oui, tu c'était sais, pas le tout cas au est début, fait. c'est C'est pour des ça. choses, on n'y pense pas forcément au début de son activité. Après, ça dépend de notre fonctionnement. Moi, je sais que sur ça, c'est une catastrophe, tout ce qui est organisation,
surveiller l'état de son entreprise, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué, mais c'est toi qui fais bien finalement parce que c'est hyper important et ce que tu fais, ça permet de réajuster Mm. et de pas au final un jour péter un câble, de partir carrément en burn-out ou de se dire mais attends, en fait ça fait 2 ans que je travaille comme une folle et j'ai gagné que ça alors que j'aurais pu gagner plus parce que au final j'ai pas bien géré mon truc. Donc au final c'est ton conseil gagne à être appliqué, je pense, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, tu parlais d'organisation, mais moi j'ai mis du temps à mettre ça en place. Mais pour le coup, là, on est là aussi pour vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes erreurs que nous, et on vous donne les clés pour éventuellement éviter de les Bah non. refaire, de les faire, de passer par là. Mais pour le coup, enfin, il y a tout un spectre dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on peut être à tout diriger chaque minute, ou ne rien gérer du tout. L'idée, c'est de mettre le curseur là où c'est OK pour nous. Moi, c'est aussi pour ça que je suis pas toute seule dans le suivi comptable, dans le suivi de réfléchir à ma rentabilité, etc. C'est pour ça que je suis accompagnée et que 2 fois par an, j'ai un bilan obligatoire avec quelqu'un qui me suit. Parce que sinon, je le ferais toujours passer dans... Enfin, je ferais passer d'autres priorités avant. Bah, c'est Donc du ça. coup, moi, j'ai mis ce garde-fou là pour être sûre. Pour être sûre de m'y intéresser. Et du coup, bah forcément, je suis obligée de me replonger dans ces chiffres, etc. À ce moment-là. Et pour le fait en fin de mission, faire le petit calcul de rentabilité, moi, j'ai été à minima. Hein. C'est-à-dire que j'ai le toggle. Alors au début, on oublie de le lancer. On se dit, ok, ouais, je sais que j'ai commencé à telle heure, donc on peut modifier l'heure. Voilà. Au début, c'est normal que ça soit pas un automatisme, puisqu'on n'a pas encore créé l'habitude. Donc c'est complètement normal. Mais du coup, ça vient petit à petit en s'y tenant, mais c'est le moins contraignant que j'ai trouvé pour moi. De toute façon, dès que j'allume l'ordinateur, j'ouvre mon navigateur, j'ouvre Toggle. C'est la première fenêtre que j'ouvre. Donc quoi qu'il arrive, quelles que soient les tâches que je fais après, j'ai Toggle d'ouvert et j'ai qu'à cliquer, etc. Et pour les fins de mission, et bah pareil, je fais au plus simple. Hein. Je regarde Toggle, je prends un papier, un stylo. Après, si vous avez envie de faire des tableaux Excel que vous êtes ou que vous avez besoin de savoir à la minute près, etc. Enfin, faites, pas de problème. Moi, je donne ma solution que j'arrive à mettre en place et qui n'est pas trop énergivore et chronophage et que j'ai quand même réussi à inclure dans mon quotidien. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, eh ben, j'aurais mis d'autres choses en place parce que j'aurais pu travailler sur des angles morts de mon organisation. Bah oui, il y a pas une unique, il y a pas une unique façon de faire, hein. Franchement, de toute façon, il faut s'écouter et il faut tester des choses et il y a des choses, genre moi, j'avais testé la méthode Pomodoro, les trucs comme ça me convient pas du tout, en fait. Je suis un peu un électron libre et finalement, j'arrive à plutôt bien fonctionner comme ça. J'essaye de me cadrer un minimum, mais voilà et à défaut, ça se trouve la méthode Pomodoro, ça marche enfin, c'est même sûr, ça marche hyper bien pour plusieurs personnes, pour, beaucoup de monde d'ailleurs. Mais voilà, faut vous écouter et pas forcer en se disant: «Ah ouais, en ce moment, on parle que de cette méthode Mm. d'organisation, de cet outil, il faut le faire, c'est comme ça qu'on fait. Non, en fait, vous faites comme vous voulez. Faut que ça vous convienne. Si vous sentez que ça bloque, bah, souvent, c'est que c'est pas la bonne façon de faire pour vous, Tout n'est pas tout adapté à tout le simplement. monde. C'est Ouais. évident. C'est Et il évident. faut tester autre chose. Ouais. Mais en Et tout cas, pardon, ouais, non, vas-y. j'allais dire aussi, parce que je sais qu'on est toutes les deux très to-do list aussi, mais pareil, la to-do list, pour certains, c'est un enfer, pour d'autres, c'est aidant, et encore, même faire une to-do list, ben enfin, toi et moi et d'autres personnes, personne la fera de la même façon, pour le coup. Moi, j'aime pas les to-do list. Voilà, Quand je moi, ça reste, me sécurise, moi, ça me permet de sortir de ma tête, de vraiment jeter sur papier, je les organise par typologie de clients, et après, je vois comment je les répartis dans ma semaine. Voilà, pour le coup, moi, c'est comme ça. Il y en a, ils ont besoin de savoir que de 9h03 à 10h12, ils vont faire telle tâche pour tel client. Moi, c'est trop, c'est oui, non, c'est trop ouais. Bon, contraignant pour après, ça. c'est Mais il y en voilà, a il que y a ça pas rassure. Donc, il y a plein d'outils. Faites déjà au plus simple. Vous avez déjà de quoi faire avec au plus simple, au gratuit, mmh, pour vous organiser. Et en fait, l'organisation, le but, c'est d'avoir une idée la plus claire possible de combien de temps et éventuellement combien d'énergie vous prend chaque mission, ou chaque tâche de chaque mission que vous additionnez après, pour savoir si oui ou non le tarif que vous avez appliqué est juste et vous permet de remplir votre mission première de je pérennise mon entreprise. C'est vraiment ça en fait la question et des tarifs
et de l'organisation. C'est pour ça D'accord. que, à chaque fois que vous demandez, mais quel tarif c'est ça? Ou combien ça se vend ça? C'est très, 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 Bah, très c'est difficile compliqué, c'est compliqué. d'y répondre. Après, si vous voulez une fourchette, pour, moi personnellement, ça dépend l'audit, de contenu par exemple, il y en a qui facturent à l'heure, il y en a qui facturent au forfait. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est pas déconnant de se dire que pour, à peu près 4-5 heures de travail, on va être sur une presta à 500 €. La stratégie édito, bon, si c'est la stratégie dans les grandes lignes, on n'en parle même pas parce que s'il y a la création de la charte, du machin, du truc, ça va vite être très cher, à juste titre. Un planning éditorial, moi, ça dépend du nombre de requêtes, en fait. Mais c'est une prestation. Là, le dernier que j'ai fait, je l'ai facturé, je crois, 1 150 €. Mm. Donc, c'est voilà, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée parce que vous savez pas ce qu'il y a dedans, combien de temps j'y ai passé. Mais c'est vrai que des fois, bah, quand on débute, moi, je me disais, mais pourquoi les gens ils donnent pas des Ouais. chiffres concrets? Je veux savoir. Donc voilà, ça vous donne un chiffre. Ça se trouve, il y a des consultants qui vont regarder ça et qui vont dire, ah, mais elle facture ce prix-là, mais ça va pas ou quoi? C'est donné ou c'est trop cher? Oui. C'est mes tarifs. Voilà, c'est comme ça Et pour il y en moi. a autant qui diront oh là là, c'est donné, et il y en a autant qui diront oh là là, c'est trop cher. Donc Bah vraiment, ouais. C'est faut accepter qu'on n'a pas tous, on n'a pas tous les mêmes tarifs parce qu'on mm, n'y passe pas tous le même temps. on n'a pas les mêmes On cibles, on n'a pas le même Ouais, positionnement, on peut avoir un positionnement plus premium ou plus accessible selon ses cibles. On n'a pas les mêmes objectifs de rentabilité chacun, on n'a pas les mêmes situations, on n'a pas le même temps de travail de disponible dans la semaine. Enfin vraiment, il y a tellement de c'est ça. facteurs qui rentrent en compte. Là, je vous dis ça, mais ça se trouve, si j'ai un client où c'est très technique, où il a Mm, beaucoup d'exigences, qui a beaucoup de contraintes sur son planning édito, bah, ça se trouve, je vais lui facturer ça, 2 000 €, j'en sais rien. mm. Et à défaut, si c'est un planning avec, une requête mensuelle pour un article de blog et Oui. qu'on fait ça que sur 6 mois, bah, ça peut être moins cher. Mm. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pour vous donner une idée de chiffres. En tout cas, pour toi, c'est quelque chose qui est rentable, le Oui, consulting SEO. Et mais vu que tu c'est comme travailles tout. avec des... Et la rédaction peut être rentable aussi, mais par contre, Ouais, il faut vous assurer de regarder vraiment combien ça vous rapporte, pour quel effort ça vous demande en termes de temps. En fait, c'est juste ça la rentabilité. ouais. Après, voilà, rédac, consultant, ça peut être 2 métiers différents, comme on peut être un peu hybride. Moi, je me situe au milieu parce que je propose pas que du consulting SEO, mais comme vous l'avez compris, bah, je réalise de l'audit de contenu, de la stratégie éditoriale à un niveau plus ou moins avancé, de la création de planning édito. J'analyse aussi les métriques sur, par exemple, la Search Console et Google Analytics. Je fais de la veille. Je fais plein de trucs, mais je me revendique pas en tant que consultante SEO. Et c'est vrai que ça va être la question que je vais te poser, mais je donne mon ressenti d'abord. Pour moi, c'est hyper important de maîtriser ces prestats. C'est vraiment des atouts sur le marché parce que être rédacteur hybride et avoir un minimum de notions en stratégie édito, c'est hyper important pour moi parce que je rejoins Christelle sur un point au début. Quand on ne fait pas ce genre de choses, bah, on ne sait pas sur quelle base on part déjà, on ne sait pas ce qui a été fait avant sur le site, dans quel état c'est. Et s'il n'y a pas de stratégie et qu'on crée les articles en choisissant ses requêtes au mois, le mois, bah, on ne s'inscrit pas dans une stratégie globale. Et au final, on peut jamais garantir de résultats aux clients, mais on ne peut pas trop se projeter. Et il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des résultats que quand tout est cadré et quand il y a vraiment une stratégie derrière. L'audit de contenu, ça vous permet d'analyser ce qu'il y a déjà pour voir ce qu'il y a à faire déjà en réparation, entre guillemets, C'est sur le ça. site et voir ce qu'on peut faire derrière, les besoins futurs pour le site qui peuvent lui permettre d'évoluer. Et la stratégie édito, bah, c'est le fil rouge qui vous guide, enfin, qui guide le site de votre client et qui vous fait dire où vous allez. Donc, pour moi, c'est des prestats, surtout maintenant, à l'heure actuelle, où c'est un peu compliqué parfois sur le marché de la rédac. Bah, c'est vraiment des prestats qui vont vous permettre de vous différencier de la concurrence. Oui, Et et du puis coup, pour toi, est-ce que les rédacteurs gagnent à maîtriser ces prestats et pourquoi? ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je vais pas arrêter de hocher la tête, donc je pense que ça se voit. Mais clairement, moi, quand je rédigeais, j'avais déjà ce positionnement avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure,
en fait, je ne rédige pas s'il n'y a pas une stratégie, que ce soit moi qui la fasse ou qu'elle a été faite par avant. Parce que sans stratégie, il y a 100% de chances qu'on n'atteigne pas vos objectifs, vu qu'ils n'existent pas dans les choix qu'on fait. Donc, je veux dire, il y a aussi peut-être qu'il y aura par hasard un article, mais du coup, c'est trop, le risque est trop important par rapport aux bénéfices potentiels. Qu'avec une stratégie, déjà en se posant la question de la stratégie, on va se poser la question de quel est l'objectif. Et à partir de là, cet objectif va nous servir de filtre pour dire oui, ce sujet-là permet d'atteindre l'objectif, non, ce sujet-là ne permet pas d'atteindre l'objectif. Donc déjà, forcément, on va être plus pertinent dans les sujets sur lesquels on va rédiger. Donc pour moi, c'est essentiel et c'est professionnel, c'est une responsabilité professionnelle aussi d'être capable de dire au client, en fait, moi je veux rédiger des contenus qui vous apportent quelque chose, qui vous permettent d'avancer vers vos objectifs, que ce soit d'augmenter le trafic, d'avoir un trafic qui soit plus qualifié, d'augmenter le nombre de prospects, etc., ou d'avoir des enjeux de communication, d'avoir une image d'expert qui soit plus développée, qui soit plus installée, etc. Mais pour le coup, au moins, en faisant ça, moi, je vous garantis que j'écris pour que vous avanciez vers vos objectifs. Ça, ça pour moi, c'est une posture professionnelle. Et pour ça, il faut avoir un minimum de notions de stratégie. Alors après, voilà, quel degré on met de spécialisation dans la stratégie. Mais pour moi, c'est essentiel d'avoir, comme tu le dis, au moins quelques notions de stratégie édito, quelques notions de SEO pour en comprendre le vocabulaire et comprendre quand même la logique qu'il y a dans pourquoi tel mot-clé plutôt que tel autre. Parce que dans une situation d'un site qui a ce niveau d'autorité ou qui est tout jeune ou qui est sur cette thématique qui est très concurrentielle, etc., on va plutôt privilégier ce choix-là plutôt qu'un autre. Même sans être capable de tout décider, il faut quand même comprendre les rouages et être capable de repérer quand il y a des choses qui sont vraiment anormales dans les demandes de rédaction qu'on fait par rapport à une thématique donnée, etc., ou une situation donnée. Et vous, ça vous placera de toute façon dans une posture de conseil plus que de pure exécution. Et c'est souvent ce que recherchent les clients, en fait. Si vous êtes la première personne auquel le client fait appel en rédaction, qui est la personne qui s'occupe du SEO, évidemment qu'il sera ravi d'avoir quelqu'un qui va en plus le conseiller sur la partie SEO. Et d'avoir une seule personne pour ça. Et au contraire, moi, la façon dont je travaille souvent, au début, j'avais peur que ça soit un problème, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils recherchent une personne qui s'occupe du SEO et qui fait la rédac. Avant de chercher un spécialiste, etc., mais ceux qui n'ont encore jamais travaillé en SEO, avec des prestataires SEO, souvent ils cherchent une personne qui va et les conseiller sur la strat et rédiger le contenu. Et donc pour le coup, moi, à l'inverse, je prenais quand même le contre-pied de toutes ces demandes-là en disant oui, je m'en occupe, par contre, je rédige pas. Du coup, je propose des solutions à côté pour qu'ils aient pas, avec du coup les rédacs avec lesquels je travaille, etc. Mais pour le coup, c'est un avantage. C'est un avantage qui correspond bien au marché, d'avoir des notions de stratégie et de pouvoir rédiger et l'appliquer derrière. C'est vraiment un avantage par rapport au marché, par rapport à ce que demande une grosse partie des cibles quand ils recherchent leurs prestataires. Je pense que c'est indispensable quand on travaille avec des clients qui ne connaissent pas le SEO, tout simplement, en fait. Parce que si vous êtes rédac et que vous avez envie de travailler avec des agences, vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez travailler, par exemple, avec des PME comme toi, des infopreneurs et tout, c'est important d'avoir ces notions-là. Ouais. Moi, j'aime bien comparer tout ce qui est stratégie édito à des médicaments. Et en fait, pour moi, rédiger sans stratégie SEO derrière, c'est un peu comme donner des médicaments sans un bon diagnostic, sans ordonnance, finalement. Et peut-être que ça va guérir, peut-être que ça fera l'effet placebo, ou peut-être qu'il se passera rien du tout, peut-être que même ce sera dangereux. Enfin voilà, pour le coup. En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas eu d'audit avant, il n'y a pas eu de diagnostic, il n'y a pas de bonne stratégie édito, et voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est une image que vous pouvez même donner à vos clients pour leur expliquer. Il faudrait que je retravaille ça pour mon discours commercial. Mais en vrai, c'est hyper important parce que sinon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ça peut très bien fonctionner comme s'il y a de grosses boulettes sur le site d'avant ou si vous n'avez pas remarqué que le site se positionne déjà sur tel ou tel truc. Ça se trouve, vous avez rédigé des articles. OK, ils seront très bien, mais ils ne se positionneront pas. Et le site du client, clairement, ne va pas se positionner comme il l'espère. Et le client sera pas content, et c'est normal.
Lui, il aura Ouais. dépensé du budget et il n'aura pas avancé vers son objectif. Donc c'est Mmh. normal qu'il soit pas content, ou qu'il ait l'impression qu'il a payé pour rien, ou que la Bah oui. prestation n'a pas été remplie. Oui, en fait, il sera dans son droit, dans son ressenti, il sera légitime de ressentir ça pour le coup. Mais Bah, c'est il ça. n'a pas forcément les capacités d'identifier que oui, il aurait fallu de la stratégie avant. C'est pour ça que c'est important de Mm. le proposer, je pense. Ouais, D'expliquer que c'est mieux, voilà, de partir, dans une démarche, d'améliorer de mettre en place une stratégie, qui va permettre de garder le contrôle, des contenus SEO de manière globale, quoi. D'effectuer chaque action pour une bonne raison c'est ça. et voilà, c'est sûr, ça donne plus de chances de réussite finalement, donc Et ça n'a c'est pas quelque besoin chose, d'être hyper complexe au début parce que du coup, c'est vrai que nous on parle avec notre expertise sur le sujet, avec notre ancienneté aussi dans le métier avec ces types de prestations, mais ça n'a pas besoin, enfin, pour certains types de clients, selon leur degré d'avancement, ça n'a pas besoin d'être des stratégies hyper poussées et complexes. Mais déjà, comme tu dis, d'aller vérifier si le site se positionne déjà dessus ou pas, si ça correspond à des intentions de recherche ou des mots-clés qui sont intéressants par rapport à ce qu'il vend, qui sont intéressants par rapport à la cible auquel il s'adresse. Rien que ça, c'est déjà de la stratégie, en fait. ouais, voilà, proposer un petit audit et après la création, tous les sites n'ont pas un blog, mais bon après quoique on peut le faire pour les pages fixes. Mm. Proposer un petit planning édito, voilà, pas forcément avec 150 requêtes, mais même le client, ça le rassure au final de se dire, il va y avoir ça, ça, ça et Mm. ça de proposer sur mon site dans les prochains mois. Ça permet d'anticiper un peu, même beaucoup, tout le maillage interne. Enfin, c'est beaucoup plus cohérent. Alors qu'il y a des clients, ils veulent pas et du coup, tous les mois, soit c'est eux qui te donnent un sujet, tu sais pas trop pourquoi tu rédiges là-dessus, si c'est bien, mais tu rédiges, Exactement. ou c'est toi tous les mois qui dois chercher un sujet. Du coup, là, c'est une gymnastique. C'est compliqué, c'est quelque chose que tu estimes Oui, et pertinent à puis, l'instant T, souvent, dans mais ces cas-là, t'es pas payé pour. non. S'il n'y a pas Ou de après, il faut prestation l'inclure de dans ton tarif. stratégie, toi, tu dis, bah, j'ai proposé ma vente d'articles de 2 articles par mois. Le client te dit, ah bah oui, bah du coup, tu trouveras le sujet. En fait, tu fais déjà de la stratégie, sauf que t'es pas Mm. payé pour. Ça, je C'est pense qu'il dommage, faut quand le même. déterminer en amont pour inclure dans le tarif parce que c'est du Exactement. taf en plus. Ou de prévoir un tarif, rédaction si j'ai un briefing, rédaction si j'ai pas de briefing. C'est Ça peut être ça. une solution. Ça, après, c'est tout ce qui est création de Ouais, l'offre et tout, c'est un autre sujet. gros On va sujet pas aussi. partir là-dedans parce que On se sinon, garde laisse pour la tomber. journée. Ouais. Bah voilà, écoute, je pense on a un peu tout vu. C'était super de t'interviewer, de parler avec toi. Je pense que ça va vraiment être agréable à regarder pour ceux qui débutent en rédaction web ou ceux qui envisagent de se lancer dans le consulting Mm, parce qu'on a vraiment fait un tour d'horizon du métier ouais. et en même temps, tu nous as donné un témoignage concret, un vrai retour d'expérience et je pense que c'est ce que les débutants cherchent. Du coup, avant d'arrêter cette vidéo, est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire ou c'est bon pour toi? Bah déjà, posez les questions en commentaire si vous en avez ou si vous avez des remarques, parce que comme ça, Morgane me dira, hep, Christelle, viens, il y a des questions. Ouh. Donc, je compte sur Morgane pour me rappeler à l'ordre si jamais il y a des questions, parce que pour le coup, nous, on a essayé de faire à l'image de mon parcours et de mon évolution, de vous faire un petit peu le retour d'expérience sur la rédaction web et le SEO et être en indépendant, être en freelance sur ces sujets-là. Mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on est passé vite ou qu'on n'a pas abordé parce qu'on peut pas tout aborder. Et franchement, c'est pas parce qu'on voulait pas les aborder, c'est potentiellement soit qu'on n'y a pas pensé, soit qu'il fallait faire des choix pour pas que ça dure 4 jours. Donc, Ouais. mettez-les en commentaire et soit ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo de Morgane, soit au moins qu'on puisse vous répondre en commentaire parce qu'on sait toutes les deux à quel point c'est difficile au début, à quel point on peut se sentir seul au début, quand on est ok, je compte me lancer ou je me suis lancé, mais j'ai aucun entrepreneur autour de moi, je connais personne qui fait de la rédaction web, je connais pas encore bien le SEO, même si je rédige déjà, et donc du coup, bah, au moins enfin, on vous ouvre cette porte-là pour être de possibles interlocutrices sur ces sujets-là, au moins sous cette vidéo, si ça vous permet de vous accompagner, de débloquer des petites choses. Bah oui, on répondra à vos questions avec plaisir. Si tu veux, je mettrai un petit lien, on n'en a même pas discuté, mais vers ton LinkedIn ou ton Yes. site
pas pour harceler Christelle et lui poser 50 000 questions, laissez-la tranquille. C'est juste au cas où, si vous cherchez une consultante SEO, si vous avez besoin d'un accompagnement SEO, eh ben, n'hésitez pas à contacter Christelle qui fera ça très très bien, vous l'avez compris. Ou même pour voir, hein, moi Donc voilà. je suis assez active sur LinkedIn, donc pour voir aussi comment je communique. Enfin, voilà, on n'a pas parlé de tous ces sujets-là, même s'il y a plein de façons de communiquer, mais comment je parle de mes offres, enfin voilà, ça peut aussi avoir un petit regard sur, ah tiens, comment la partie communication se passe, quoi. C'est vrai. Bah, je vous invite, du coup, je mettrai le lien vers ton LinkedIn et je vous invite à suivre Christelle pour décrypter sa stratégie de communication sur LinkedIn. La Piquez-moi tous jungle mes aux secrets. experts. Et voilà, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Je voulais pas préciser en début de vidéo parce que j'étais un peu stressée, mais on se connaît bien avec Christelle. On a collaboré ensemble sur quelques missions et on papote beaucoup sur le En web. dehors des missions. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et bah, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Et ben merci à toi de m'avoir invité à prendre la parole ici. À très bientôt. Ciao. Salut!